Vous écoutez RCF dans les Alpes-Maritimes, à Nice, en DAB+. Et où vous le souhaitez avec l'application RCF. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission En route vers le week-end. Nous sommes aujourd'hui au musée Masséna, à la Villa Masséna. C'est à Nice, sur la promenade des Anglais, entre la promenade des Anglais et la rue de France. Et nous sommes avec Jean-Pierre Barbero. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et on va visiter donc une exposition qui s'appelle Nice, son passé a de l'avenir. Déjà, je vais vous poser une première question, mais comment le passé peut-il avoir de l'avenir, Jean-Pierre Barbero ? Parce que nos racines sont peut-être importantes pour se construire. En effet, c'est une bonne raison. Cette exposition, comment elle a germé dans votre tête ? Quelle a été l'idée première ? Au départ, cette année, il y a les 100 ans de la Chamada, le groupe folklorique ou le groupe de danse traditionnelle. Du moins, on le voit comme un groupe de danse traditionnelle. Et puis, il y avait plein d'autres anniversaires, plein de dates qui sont marquantes. Et lorsqu'on parle de danse traditionnelle, lorsqu'on parle de théâtre, on parle de patrimoine immatériel. Et un musée parle de patrimoine et du patrimoine immatériel. Et de là, plusieurs questions se sont posées. Et peut-être que la première, c'est qu'est-ce qu'une tradition ? Une tradition, c'est, après réflexion, quelque chose qui se transmet entre générations. Et lorsqu'on veut aller plus loin, elle ne se transmet pas sur un mois, sur 2-3 jours. Elle se transmet, il faut 20 ans à peu près. Et donc, le premier point de réflexion, c'est est-ce qu'on a des traditions ? Qu'est-ce que sont les traditions niçoises ? Et puis, à partir du choix de ces traditions, se poser une autre question. Il y a 100 ans, la Chamada. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant la Chamada ? Est-ce qu'il y a une raison de parler de quelque chose avant ? Ou pourquoi on crée la Chamada ? Et la raison, c'est peut-être le rattachement de Nice à la France, 1860. Et lorsqu'on est avec ce rattachement, on se trouve à une question assez simple, c'est que on va peut-être nous interdire de parler niçois, de modifier notre façon de vivre, essayer de rentrer dans une nouvelle société qui est différente du royaume Piémont-Sardaigne. Et là, on a des personnalités, des gens qui vont créer des sociétés savantes. Et c'est ça le premier point. C'est les sociétés savantes comme la Société des lettres, des sciences et des arts, ou plus récemment, en 1970, le Surgentin, ou l'Académie Nissarde. C'est des structures qui vont se créer pour transmettre notre histoire, notre art de vivre. Alors si on parle d'art de vivre, le premier point qu'on voit ici, qui est de la transmission, qui est de la tradition, c'est la cuisine. C'est la cuisine niçoise avec Hérault qui est un des premiers à avoir écrit sur la cuisine, mais on ne peut pas passer sans parler de Jacques Médecin. Qu'on a tous dans notre bibliothèque. Exactement, et le livre est rare, il faut bien le garder, il est plus que protégé, avec Hélène Barral, une des femmes marquantes de notre histoire, et bien d'autres. Et c'est ce patrimoine que l'on transmet de mère en fille, de grands-parents en enfants. Vous voyez la transition, la transmission, on commence à se dire... Il y a quelque chose qui est important. Et lorsqu'on parle de transmission et de protection du patrimoine, on parle d'écrit. On a ici l'exemple de Rancher, ce livre de poèmes niçois, mais pas uniquement. Alors on connaît les noms, mais on ne sait peut-être pas forcément que c'est des écrivains. Geoffredo, la rue Geoffredo, le boulevard Rousseau, je parle de rue, non. C'est tous ces gens qui ont marqué notre histoire et qui l'ont écrite. Sauf que, toujours en réflexion, et là on est dans le point de départ de l'exposition, c'est qu'on sait donc qu'une tradition, ça se transmet, ça s'écrit, mais est-ce qu'une tradition, elle ne va pas mourir ? Est-ce que le grec et le latin ne meurent pas, ne deviennent pas des langues mortes à un moment donné ? Et cette question des langues mortes, elle nous pose la question de la transmission et du spectacle vivant. Et le spectacle vivant, la manière dont on va transmettre, c'est la Chamada. Il y a 100 ans, une personne, Jean Nicole, décide à la treille, avec des amis autour d'un verre,
de faire vivre notre langue. Le théâtre niçois, la chamade. Et puis, ils vont plus loin, ils aiment la musique. Les premières comédies musicales, c'est la chamade, la comédie musicale en niçois. C'est des moments particuliers à voir et à découvrir. Mais lorsqu'on regarde ces traditions qu'on veut faire vivre, il y a des traditions qui sont bien implantées, par exemple la fête des Coucourdons. Et la fête des Coucourdons, ici on a un diplôme de 1926, c'est tout simplement parce que Jean-Nicole a toujours, et la chamade, se rend compte que la fête des Coucourdons est en train de descendre. Les gens sont moins amenés à aller vers cette fête. Et il dit, mais si on faisait de la danse, si on mettait de l'ambiance, si on parlait de nos danses traditionnelles. Et de là, les groupes se mettent en place. Et cette tradition commence à vivre réellement. On voit que l'ensemble est écrit, alors parfois en français, mais aussi beaucoup en niçois. Ça me fait revenir à l'actualité où beaucoup d'habitants de notre région provençale de Côte d'Azur aujourd'hui ont l'impression que l'on est en train de perdre nos accents, qu'on est en train de perdre notre langue. Justement, ces traditions aujourd'hui ont-elles de l'avenir? C'est justement en continuant de les faire vivre, de les recréer d'année en année, qu'on arrive aujourd'hui à ne pas perdre justement le sens aussi de notre vie nissarte. Mais ça dépend de nous, et de Nice ou de n'importe quel lieu, quel que soit le lieu, c'est parce que entre générations, on parle de nos racines, on raconte notre histoire, que d'un seul coup, elle disparaît. Pas. Si elle disparaît, c'est que on n'a pas fait le nécessaire ou qu'il n'avait pas d'importance. Pour montrer que une tradition, elle s'exporte. Il suffit de voir sur ce mur les diplômes qui sont liés à des participations de la chamade à l'extérieur. Mais la tradition, les échanges existent dans les deux sens. Nice est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Oui, mais même on est dans ce contexte-là, on est considéré ville de villégiature par l'accueil des autres. Et lorsqu'on prend la chamade, ils ont créé au départ la Capelline, qui est le premier festival pour les jeunes, où les jeunes du monde entier venaient partager leur tradition à Nice. Et pour les plus grands, c'est la farandole. On est dans cette volonté de transmettre et d'échange. Il faut se baser sur les rencontres. C'est parce qu'on échange, on fait évoluer. Nice est un lieu de rencontre. Et notre culture, elle est à la fois très niçoise, et on va le voir, et ouverte sur l'extérieur, avec le jazz et les Américains. Donc, il faut comprendre que tout évolue dans le temps. Et en même temps, il faut marquer quelque chose. Et ici, vous avez la voix de son maître, un disque. Pourquoi ? Parce que la chamade a décidé, à un moment donné, d'enregistrer les disques et de chanter, mais de l'inscrire pour que les générations futures puissent avoir la réalité de nos chants. Alors, on vient de voir pourquoi on va se mettre à parler de tradition, c'est-à-dire essayer de garder notre art de vivre, que c'est important de le transmettre, c'est l'exemple de la cuisine, que si c'est écrit, ça peut perdurer, mais que ça risque de devenir langue morte, donc il vaut mieux le faire vivre, qu'à travers la chamade, on a pris les différentes façons de faire vivre le chant, la voix, la danse, et puis à travers tout ça, on va essayer de découvrir nos traditions. C'est la salle suivante. Vous écoutez RCF Nice Côte d'Azur, on est en route vers le week-end dans l'exposition Nice, son passé a de l'avenir, et nous sommes avec Jean-Pierre Barbero. Nous voici dans une salle qui nous plonge clairement dans l'hiver. Ah, on est dans l'hiver, on est à cette période où les hivernants viennent contempler la mer, viennent pour le climat, viennent regarder ce lieu qui est extraordinaire, bien sûr pour moi en tant que niçois, mais même pour les autres, ils viennent et ils reviennent. Et pour ces hivernants, on va faire quelque chose, le carnaval. Alors le carnaval, il existe depuis bien longtemps, on est bien d'accord, c'est le Moyen-Âge, c'est l'Église, c'est le Mardi Gras. Mais en même temps, en 1876, on va faire quelque chose qui devient une fête traditionnelle aujourd'hui, mais qui ne l'était pas, les batailles de fleurs. Qu'est-ce qu'une tradition ? Est-ce que le matin, on se lève et on se dit « Tiens, je vais faire quelque chose, je vais créer une tradition ». Non, j'ai une idée et je veux la faire partager.
et puis elle va vivre, et puis elle va être reprise, et puis elle va être transmise, et à un moment donné, on passe de ce statut d'idée à quelque chose d'inscrit. Et ici, pour les batailles de fleurs, c'est Alphonse Karr. Alphonse Karr, il est fleuriste. Il a son magasin de fleurs au niveau du jardin Albert Ier. Il fait de l'horticulture, il a un lieu d'horticulture. Et il voit le comité des fêtes et il dit, vous savez, le carnaval, c'est la suie, la farine, le plâtre. Non, il faudrait faire quelque chose avec des fleurs coupées. Ça coûte combien? Ah ben non, ça coûte rien, c'est les hôtels qui payent. Et de là, les calèches fleuries, les voitures fleuries, on est dans la mise en place d'une fête, qui devient une fête traditionnelle, mais qui devient aussi quelque chose d'autre. Ça devient un moyen de modifier notre économie. Ça permet que 7 Français sur 7 Niçois sur 10 travaillent sur la fleur. Ça permet à un moment donné de créer le MIN en 1965, le plus grand marché international de fleurs. Donc on est dans ce contexte. On est bien dans un exemple on est bien dans un exemple ici d'une tradition héritée du passé qui a créé un avenir à Nice, avenir économique. Comme exactement. On est sur qu'est-ce que la tradition et quelles sont les conséquences de la transmission. Alors bien sûr, le carnaval, il est là. Lorsqu'on prend le carnaval, en fait, on dit toujours c'était mieux avant. Ah ben oui, regardez, on était sur l'avenue Jean Médecin, c'était avant. Mais le avant de cet avant-là, c'était la promenade des Anglais, on est en 1900, le carnaval, ou c'était la place qui est ici, la place du Palais Sardes, la place Gautier. Ce qui prouve que les avants, il faut se le positionner par rapport à ce que nous sommes, notre histoire et au moment où nous en parlons. Alors bien sûr, il reste une âme à ce carnaval. On construit des chars, on a une maison de carnavalier, les batailles de fleurs, les confettis, le corso de jour, de nuit, le feu d'artifice, le roi qui est brûlé. Ça, c'est l'âme du carnaval. Et la manière dont il est transmis, il évolue avec les générations, les obligations et les contraintes. Et lorsqu'on regarde tout ça, c'est que si vous prenez les costumes, là encore, on est vu, en rentrant le costume de Niçois 1860, et en même temps, les costumes évoluent, 2025, la chamade, le rouge, le blanc, le noir. On a bien nos couleurs. On est dans nos couleurs, mais on évolue sur le costume. Alors, les hivernants, l'idée à un moment donné d'être là au bord de la mer, les régates, et puis le sport. Le sport. Parce que dans les traditions, le Paris-Nice est une fête traditionnelle, là encore. Mais on vient de parler des fleurs, je vais vous parler du Paris-Nice. C'est une course publicitaire. 1933. Le petit journal, le petit Niçois, tous les deux le même propriétaire. Il veut relancer un peu son journal. Il fait toujours froid à Paris, il y a le soleil à Nice, la course vers le soleil. Et une fois qu'on est là, Nice est une terre de vélo. On a le vélodrome à Pasteur, le vélodrome au Vallon des Roses, le vélodrome à Jambouin. Et cette course, nous, avec Nucera, avec tout ça, on aime le vélo. Et on amène nos enfants à apprendre le vélo, et puis on les amène voir les courses. Et cette course publicitaire va s'inscrire dans nos traditions. Vers le 16 mars, on a une course qui revient chaque année. Et de là, on va voir des gens comme Poulidor, le maillot de Poulidor lorsqu'il est à Nice, la montée de la Turbie, quelque chose de mythique qui est traditionnel. Le maillot jaune du Paris-Nice de Contador, ou le trophée du Paris-Nice qui n'a jamais été donné à cause du Covid. Lorsqu'on regarde l'importance de Nice et du vélo, et donc de la tradition, ce maillot d'Alaphilippe, qui est très particulier, vient d'une collection privée, mais on y voit la promenade des Anglais. Elle y est inscrite dessus. Nice, les hivernants, le bord de mer. Le bord de mer, le dernier point dans cette salle, c'est la cuisine. Et la cuisine, on a la poutine. Et la poutine, c'est une vraie tradition. Là aussi, c'est même une dérogation, puisque la pêche aux alevins n'est pas autorisée. Mais que l'on soit à l'époque de Trachel, et on a une très belle peinture là avec les pêcheurs, que ce soit Giletta à travers des photos, ou que ce soit à travers les photos que nous avons ici dans le cadre des 80 ans de Nice Matin, en fait, on voit que ça se transmet, on continue à pêcher la poutine, on continue à faire de la friture ou à faire les omelettes. Nous sommes avec Jean-Pierre Barbero pour parler de l'exposition Nice, son passé a de l'avenir, ici depuis la Villa Masséna où nous sommes aujourd'hui jusqu'à 19h pour votre émission En route vers le week-end. Vous écoutez RCF Nice Côte d'Azur, à tout de suite.
Vous écoutez RCF à Antibes, en DAB+, et où vous le souhaitez avec l'application RCF. RCF Nice Côte d'Azur en route vers le week-end au musée Masséna, à la Villa Masséna, rue de France, promenade des Anglais à Nice, où l'exposition Nice sont passés à de l'avenir a été inaugurée il y a peu et on peut la voir jusqu'au 11 janvier, il me semble. C'est bien ça, Jean-Pierre Barbero? Oh, même un peu plus, on pourra aller jusqu'au 1er mars. C'est moi qui me trompe, alors c'est jusqu'au 1er mars. Nous sommes désormais dans une salle qui concerne le printemps. Et oui, parce que d'un seul coup, les hivernants, ils sont partis. Et oui. Et on se retrouve chez nous. Et lorsqu'on se retrouve chez nous, on est sur nos fêtes à nous. La fête des Coucourdons avec le monastère de Cimier, une œuvre de Clément Roissal, ou le Coucourdon qui a été offert à Dick Rivers, vous savez là. Si t'avais connu la mise des Anchats, c'est de la musique, c'est la musique qui vient de Nice. Et puis, on pourrait parler dans les fêtes traditionnelles de la fête des Mets, et on la verra tout à l'heure, mais entre mars et mai, avril, et lorsqu'on parle d'avril, on va parler de Pâques. Lorsqu'on se pose la question de pouvoir parler de Pâques, on pense au rameau à Nice. C'est peut-être l'élément primordial ou la première pensée qui nous vient, parce que c'est une vraie tradition. La tradition de cette palme tressée, cette tradition où, depuis des centaines d'années, on fait évoluer les rameaux, mais on garde cette façon de transmettre ce qui s'est passé par rapport au Christ. Et lorsque on voit ces différents exemples, on a au 19e le rameau avec les agrumes, parce que Nice est une ville d'agrumes. On parle souvent de Menton et des citrons, mais Nice était remplie d'orangers. Et lorsqu'on avait un peu les moyens, c'était le rameau avec les agrumes. Et puis, pour des gens de ma génération, lorsqu'on était amené à parler des rameaux, on allait vers la porte fosse, on descendait les escaliers et nos parents nous achetaient des rameaux avec des bonbons. Il y avait celui bleu pour les garçons et rose pour les filles avec un petit jouet et tout ça. C'était une façon de transmettre les rameaux. Et puis le rameau tressé, on a plusieurs exemplaires ici. Ces rameaux, ils ont de l'importance. Et les rameaux niçois, ce n'est pas les rameaux espagnols, ce n'est pas la manière dont on le fait en Italie. C'est une vraie tradition que l'on voit ici devant Sainte-Réparate, devant notre cathédrale. Et puis, parler de Pâques, c'était une ouverture aussi sur une vision de comment aborder les traditions. La tradition de Pâques, elle est particulière sur le sud de la France puisque nous avons les archiconfréries de pénitents. La Corse et le sud de la France, avec, lorsqu'on regarde les pénitents, les blancs qui sont là pour la maladie, les noirs pour les morts, les bleus pour l'éducation, les rouges qui ont protégé le Saint-Suaire, on est amené à parler du Vendredi Saint, de cette procession derrière la croix. Et il y a une croix qui est monument historique à Nice, qui est importante, c'est la croix qui se trouve à l'église, à la chapelle Garibaldi, la chapelle des pénitents bleus, qui est la croix de la Passion. Et présenter cette croix qu'on voit réellement que pour la procession ou pour la période de Pâques, c'est aussi montrer l'importance des symboles qu'il y a derrière. Les dés, avec les soldats qui jouent la tunique du Christ, la lanterne, on est au niveau de la soirée, ils le font le soir. On a le linge de Véronique, avec la première image du Christ implantée sur un tissu. On a les objets de la Passion, le marteau, la tenaille, le gant qui va nous amener à la lance, l'éponge avec le vinaigre et en même temps le calice et l'olivier. Lorsque on est devant cette croix, c'est un vrai symbole de ce que peut représenter Pâques. Et si vous allez pour Pâques à la chapelle des pénitents bleus, vous allez voir aussi des cartellami. C'est des œuvres, et vous avez ici 2 soldats qui, sur 8 personnages, racontent la passion du Christ. C'est des œuvres monuments historiques qui ont été restaurées par les pénitents bleus, et j'ai choisi cet ensemble de 2 soldats parce que ils posent la question de la mort du Christ. Ils ont joué au dé, ils ont fait un certain nombre d'actes. Et en même temps, lorsqu'on voit cette scène, elle nous permet de réfléchir à ce moment important, avec
4 dessins de Sylvité qui représentent les 4 chapelles. Là encore, il faut rappeler que les pénitents ne sont pas des religieux, c'est des laïcs. Il faut rappeler que les chapelles, elles sont privées et que c'est les pénitents qui décident de l'entretenir, qui l'ouvrent de manière bénévole. Et lorsque on parle des couleurs et lorsqu'on parle des pénitents, pour moi, c'est son passé à l'avenir. Oui, au Moyen-Âge, on était déjà sur des associations. Bien sûr que vous allez me dire, les associations, c'est la loi 1901. C'est les seules structures que les seigneurs acceptaient qui se gèrent de manière autonome. Et ils se géraient de manière autonome en dehors des lois de la seigneurie. Et lorsque on parle du passé, on voit les pénitents dans les processions. Mais si on comprend que c'est des laïcs, et si on sait que les pénitents noirs, ils siègent au CCAS, si on sait que les pénitents noirs, s'il y a un défunt et qu'on est à la tannée, ils sont là pour accompagner le défunt. Si vous allez à Sainte-Croix, qui se trouve avenue de la République, et vous voyez qu'il y a des lits pour accueillir les malades. Et si on aborde l'éducation avec les pénitents bleus, alors on se rend compte que les pénitents d'aujourd'hui ont encore un avenir, c'est-à-dire toute cette solidarité qui est nécessaire dans la vie d'une commune et d'une ville. Merci Jean-Pierre Barbero pour cette plongée dans le printemps et dans les traditions avec les pénitents. Lorsqu'on est sur la fin du printemps, on a la fête des Mets qui était une fête de quartier, qui était quel est le plus beau mai. Le mai, c'est ce qu'on mettait en haut des mâts. C'était l'arrivée du printemps, on danse, on a fait la fête. Et puis 62, il y a un film ici qui reflète en fait cette volonté de changer de lieu, parce qu'il y a les voitures, parce qu'on peut plus danser dans la rue. Et Jean Médecin vient à regrouper tout ça avec Nice la Belle, la Chamade, avec le Pimbagna, et tout ça raconté par Francis Gag. On est sur la fin du printemps, on se dirige vers l'été, et l'été, on reste sur nos traditions. Les traditions, c'est la Saint-Jean, la Saint-Pierre, c'est, si on va jusqu'au 15 août, les fêtes mariales, c'est Catherine Ségurane, c'est là encore la continuité de ce que nous sommes. Mais il y a les estivants, et lorsqu'on a les estivants, ils viennent parce qu'on a une forte tradition de culture à Nice. Depuis plus d'un siècle, on est à un moment là, et on parle de musique dans les salons de musique, le bel canto à l'opéra, le théâtre 1954, Phèdre, Racine, Mithridate, c'est inscrit dans ce qu'on offre, mais dans ce qu'on aime à Nice, lorsqu'on aime la culture. On parle ici du festival de tragédie avec Muriel Mayette, mais l'opéra, la danse, Carmen, Mireille, la musique qui s'exporte, qui va vers l'extérieur. Ce qui est frappant, c'est que déjà en 1955, il y avait des tragédies qui se jouaient dans les arènes de Cimiez, et aujourd'hui c'est à nouveau le cas avec la renaissance de ce festival qui est déjà à sa 3e année. Son passé à l'avenir. Tout simplement. Tout simplement, mais c'est pour ça qu'il faut comprendre, parce que lorsqu'on parle de Nice et de la musique, bien sûr on parle du jazz. Et là, on entend Armstrong qui jouait de la trompette. On parle du jazz, de ce jazz qui arrive en 1918 avec les Américains. On arrive avec cette musique qui surprend à un moment donné, mais qui est moderne. On n'est pas Offenbach, on n'est pas Berlioz. On est sur un jazz qu'on joue à l'opéra. Et sur ce film, on voit Armstrong, on voit Denise Glaser pour les plus anciens, on voit De Panafier qui a créé le Hot Club de France en 1933, avec Moretti qui est le grand peintre qui a travaillé sur le jazz et le carnaval. Et ici, on a Jacques Médecin, journaliste à l'époque, non pas maire, qui est là pour traduire ce que fait Armstrong. Et Armstrong, dans ce reportage, explique aussi qu'il vient de la musique classique, qu'il vient de l'orchestre symphonique. Et lorsque vous regardez ce secteur de la partie des traditions, c'est la culture, la transmission de la culture, l'échange avec les autres. Ces moments où on a André Ceccarelli qui est derrière la batterie. C'est les lieux qui évoluent. La nuit de Nice en 1948, c'est le Negresco, c'est Yves Montand et Armstrong, c'est ce premier grand festival. 71, on est au Théâtre de Verdure, c'est là où Ella Fitzgerald va rendre hommage à Armstrong. 74, on monte avec la grande parade du jazz aux arènes, et puis on va le faire évoluer, la JVC Parade, le Nice Jazz, et maintenant le Nice Jazz Fest. Mais tout ça, c'est une tradition. Cette tradition,
qui fait que il y a les estivants et nous, les Niçois, on retourne sur nos terres dans les vallées. Les festins, l'accordéon, les danses, la Saint-Roch, toutes ces fêtes-là. Et lorsqu'on regarde les festins, que ça soit le passé ou le présent, c'est les aubades avec les jeunes qui sont là, puis la procession, un élément important du festin, le banquet, et puis le balletti. Sauf que si on regarde de plus près, le balletti, c'est un DJ. C'est pas Noël Delphin, c'est pas de la musique traditionnelle. Alors il y a les deux dans nos festins. Mais la question, c'est l'évolution de nos traditions. La question, donc, comment, en fait, les jeunes d'aujourd'hui, si moi, dans les années 80, j'adorais le disco, mes parents trouvaient ça complètement ringard parce qu'il fallait, à un moment donné, parler du rock. Et puis, aujourd'hui, le disco, c'est vintage. On change la manière de voir les choses. Et puis, on arrive à l'automne. Cette salle nous y plonge totalement avec les champignons qui sont juste ici. Parce que une tradition, c'est pas une fête, pas forcément une fête. Une tradition, c'est quelque chose qui est porté par l'éducation. C'est à un moment donné, les parents qui disent « Allez, on va aller cueillir les champignons ». Puis d'ailleurs, tu diras pas où c'est parce que c'est notre coin à nous. J'ai mes coins à Sanguin et à Chanterelle, d'ailleurs, je vous les donnerai pas. C'est bien dommage, j'ai essayé là. Mais les champignons, l'olive, les châtaignes, la vigne, nos traditions, mais les traditions qui sont liées à notre terroir. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de tradition, on parle de communauté, on parle d'échange. Et une des communautés qui est dans cette salle, c'est le foot. Parce que parler de l'automne sans parler de la saison de football, il y a une communauté qui me manquerait. Alors, lorsqu'on est jeune, on commence au Cavigal. Et on rêve tous de devenir comme Pelé. Il est là, Pelé, avec ici Bob Raymond. On veut tous être comme Charlie Loubet ou comme Herbin. Des grands du Cavigal qui joueront un jour à l'OGC Nice, le maillot de Charlie Loubet à l'OGC Nice. Mais qu'est-ce qui est important dans la transmission? C'est les parents qui amènent les enfants au foot, c'est les supporters, les 40 ans de la Brigade Sud, c'est-à-dire à la fois le Stade du Rail ou l'Alliance Riviera. Le but, lorsqu'ils ont marqué 3 buts en 2005, où en fait on passait en deuxième en Ligue 2 et d'un seul coup, grâce à ces 3 buts, on reste. Et le joueur qui partage avec l'ensemble des supporters ce 3e but, l'importance de rester en Ligue 1, mais c'est le premier but marqué à l'Alliance Riviera. C'est l'importance de Méfi, notre règle. C'est à la fois la ferveur de ces troupes de supporters qui montent l'avenue Jean Médecin et qui, à un moment donné, sont amenés, à la fin du Stade du Rail, à être présents pour ce moment. C'est aussi, on parle de transmission. On a dit, on reçoit à Nice les danses traditionnelles et tout ça. Mais regardez, lorsqu'il y a le derby Monaco-Nice, tous ces supporters sur ces motos qui partent, les Vespa, tout ça, qui partent vers Monaco, l'exportation de la volonté de défendre Nice, c'est donc une communauté. L'identité d'une commune, d'une ville, c'est l'ensemble de ces communautés qui la font vivre, qui l'exportent, qui le partagent. Et puis on voit d'ailleurs Paul Capietto, le berger aussi. Exactement, c'est ces personnages-là qui marquent une tradition. Et puis on revient sur l'huile, puisqu'on en parlait avec Alziari, 1875, une des vieilles maisons qui fait de l'huile avec le moulin. Un lieu de sociabilité, un lieu de rencontre. Chacun amène ses olives, on échange, on discute. Et cette huile d'olive, elle s'exporte. Un livre important. Et puis, vous savez pas, mais Tata Yvonne, elle a fait des péchés de gourmandise. Elle écrit « Je fais des péchés de gourmandise en savourant notre huile. » Madame Charles de Gaulle. Elle a acheté l'huile d'olive de Nice. Cette huile d'olive qui, depuis des centaines d'années, se déplace, est exportée. Ici, depuis 1780, les plus vieux papiers que j'avais en ma possession. Mais on voit bien que lorsqu'on parle de tradition, on ne parle pas d'une tradition. On parle d'un ensemble d'éléments qui nous construisent. Et c'est cette construction-là qui va faire que notre identité de Niçois, elle marche et elle va se transmettre de génération en génération pour construire notre futur. Et se transmettre peut-être même aussi aux expatriés qui arrivent à Nice, puisque
Pour exemple, ça fait que 5 ans que je suis niçois et maintenant j'ai plongé la tête la première dans l'huile d'olive avec des amis. On va récolter les olives, on va ensuite faire notre huile d'olive. Peut-être que moi-même je finis par m'y mettre également aux traditions. D'ailleurs, racontez-nous si ça vous intéresse ce sujet sur rédaction.nice@rcf.fr, votre manière de vivre ces traditions niçoises, puisque dans cette émission En route vers le week-end, nous visitons l'exposition Nice, son passé a de l'avenir avec Jean-Pierre Barbero. J'aime beaucoup le titre de cette exposition qui est très en lien d'ailleurs avec le côté très positif de notre radio RCF. Donc n'hésitez pas à aller venir voir cette exposition à la Villa Masséna où nous sommes aujourd'hui. Week-end RCF Nice Côte d'Azur, nous revoilà à nouveau dans les frimas de l'hiver dans cette exposition et on va bien se couvrir parce qu'on monte à la montagne maintenant, Jean-Pierre Barbero. Oui, parce que les traditions de Nice, c'est entre mer et montagne. Et la tradition de la montagne avec les chasseurs alpins ou avec le ski, c'est pas aujourd'hui, c'est 1909, la création de Perracave, la première station. C'est aussi le Chevalier de Cessol. Le Chevalier de Cessol, on en parle de la bibliothèque à la Villa Masséna, mais c'est un personnage important à Nice. C'est lui qui a créé le club alpin. C'est lui qui, grâce à ses photos, nous fait découvrir cette période où les hivernants allaient aussi à la neige. Nice a cette chance d'être à 1 heure entre la mer et la montagne. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les premiers remonte-pente. Enfin, c'est plutôt une moto puisque vous voyez pas la photo. Les dames en jupe en train de faire du ski. L'importance en fait du sport d'hiver dès les années 1920. Vous voyez que Nice s'inscrit dans la tradition du sport d'hiver avec le Chevalier de Cessol et ses sommets enneigés, le guide de Plainte c'est son vrai costume qui nous a été prêté par le musée Hamon et qui, lui, a été détruit suite à la tempête Alex, mais qui va se reconstruire, et les réchauds de montagne. On est à l'hiver, mais il y a une importance, on est sur novembre-décembre, Noël, comment aborder le Noël niçois? On connaît Noël, on connaît Loup Présepi. Des fois, on croit connaître ce qu'est Loup Présepi. Mais Loup Présepi, c'est quelque chose qui est une vraie tradition niçoise. Lorsque on a voulu aborder l'exposition, lorsque j'ai réfléchi, je voulais une crèche. Mais pas la crèche Carbonel, pas le santon provençal. L'histoire du rapport entre Nice et Noël. Et d'un seul coup, lorsqu'on parle de ça, on pense tous, au moment de Noël, il y a le Loup Présepi sur la place Rossetti, et on voit le chameau ou le dromadaire, je ne sais pas compter le nombre de bosses, on voit les santons, mais c'est pas ça la tradition de Noël à Nice. C'est Loup Présepi, et vous l'avez devant vous, c'est toutes ces marionnettes. C'est que à une époque, on ne sait pas forcément lire, on ne sait pas forcément écrire. Et les marionnettes, c'est un moyen de transmission. Les mariottes. Le chant, c'est important. Le chant de Noël est important. La chamade qui nous chante cette musique. Mais lorsqu'on a ces mariottes, elles nous racontent l'histoire de l'arrivée de Jésus à Nice. Comment on prend cette décision de transmettre à un moment donné l'importance de cet événement. Et il se raconte à partir de 1835 à travers ces personnages qui sont les Niçois du Babazouk, du Vieux-Nice. Et il commence par une histoire très simple. L'ange qui arrive, l'ange Bouffaréo, qui fait « Avis à la population, Jésus vient de naître, je vous invite à aller à Bethléem, venez !» Et puis là, il y a Mikéou, il est le trouble, le niçois de Paz. Il est là, il fait, mais qu'est-ce que tu me dis, toi, à 6h du matin? Mais je sais pas, tu me parles de quoi? Et son oncle, Barba Lorenz, qui est là, dis-moi, Mikéo, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Et là, les gens doutent, réfléchissent, mais ils y croient. Commère, compère, le berger, le pêcheur, le maître d'école, le chasseur, chacun a son opinion, mais chacun veut croire. Il n'y a que le curé, peut-être, qui se dit qu'il y a quelqu'un qui vient peut-être sur ses plates-bandes à lui. Mais c'est une vision de 1835. On se moque du pouvoir en place. On se moque et on transmet quelque chose. Mais ce qu'on transmet par Loup Présepi, c'est l'importance de la naissance de Jésus. Et l'importance qu'on veut mettre à cette transmission pour que les gens continuent. C'est notre catéchisme à nous. C'est notre façon à nous de montrer l'importance
de cet événement. Cet événement, on le voit avec les écrits du précepte, de Loup Précepte, et on voit les décors, les costumes. Cette collection elle va rentrer grâce à la Tchamad au musée Masséna. C'est une donation qui aura une particularité. C'est une donation avec la possibilité pour la Tchamad de demander à Noël les collections, les faire sortir du musée pour qu'on puisse continuer cette tradition verbale, cette tradition orale. Je vous ai dit, ce qui est important, c'est que ça ne devienne pas lettre morte. C'est que les écrits, la manière dont on protège le patrimoine, on continue à le faire vivre. Et avec Loup Précepte, on fait vivre ce qu'est notre tradition judéo-chrétienne ou chrétienne, qui amène à parler à Nice de l'importance de Jésus et de Noël. Avec bien sûr les 13 desserts, les 3 nappes, la tradition de la bûche. En fait, toutes ces traditions qui marquent ce que nous sommes à Nice. Et puis, je vous ai parlé des communautés, des différentes communautés qui parlent Nice. Mais en fait, il y a quelque chose qui est supérieur à des communautés. C'est le regroupement de ces communautés pour faire une identité. Et l'identité, c'est aussi la langue. Et lorsqu'on parle de la langue, à ce moment-là, on parle du niçois. Et si on parle du niçois, on parle de Francis Gag. Francis Gag qui, à un moment donné, est comédien. Il est à Radio Monte-Carlo, et oui, encore une radio qui fait du bien. Et Radio Monte-Carlo, à l'époque, c'était Tante Vittorine. Tante Vittorine, c'est la femme qui vit dans le Babazouk, qui raconte les problèmes de ce vieux Nice, qui raconte la vie des gens. Et comme ces gens, ils n'ont pas forcément les moyens, ils sont pas... il y a des gens à la radio qui décident d'envoyer des courriers avec de l'argent dedans. Et suite à l'argent qu'il reçoit, Francis décide de créer quelque chose d'important, l'œuvre des petites vieilles. Et en 4 ans, il va recevoir 1 542 514 francs. Et avec cet argent, il ne garde pas pour lui en tant que comédien. Avec cette œuvre, il va créer la maison des petites vieilles au Broc. Il va donner aux dames d'un certain âge qui se retrouvent seules les moyens de vivre correctement. Avec des entreprises comme Nicolette et les ferronniers du Broc, de Nice, tout le monde se met sur un terrain qui a été offert, donner les moyens de la solidarité. La solidarité et la communauté, c'est quelque chose de fort. On l'a vu avec les pénitents et on le voit avec Tante Vittorine, avec la maison des petites vieilles. On est sur une tradition de partage. Mais lorsqu'on parle de Francis Gag, on parle aussi du théâtre niçois. Le théâtre niçois parlait en niçois. Et là, on est sur la transmission de génération. On a à la fois Francis, Pierre-Louis, le fils, qui avait repris la maison des petites vieilles, et puis Jean-Luc, et maintenant Marie. 4 générations qui perpétuent la langue, le théâtre, la danse, la solidarité. Lorsqu'on parle de théâtre, là encore, c'est l'évolution. Tout évolue. On parlait de DJ tout à l'heure, mais le théâtre, on ne va plus faire du théâtre uniquement niçois, on va faire niçois français. On est sur cette évolution et on n'est plus sur quelque chose qui raconte le passé, mais on est sur Nice A et B, là, c'est-à-dire du théâtre contemporain en niçois et en français. Parler de Francis Gag, c'est parler de Nice la Belle, un des 2 grands danses traditionnelles. Et puis les costumes réalisés par Gustave Adolphe Mossa, un lien tout à l'heure avec l'imagier, le carnaval, les textes de théâtre. Et puis Nice la Belle, c'est comme la Tchamad, la transmission vers l'extérieur de ce qu'est notre culture, nos traditions, et la maison Francine que vous trouvez en fait lorsque vous allez du côté de la Villa Arson. Le lieu là aussi de partage, d'échange, un lieu de solidarité. Pour résumer, en fait, pour moi, les traditions, c'est ce qui vont nous construire et qu'on va vouloir transmettre par notre éducation. Ça peut être une tradition toute simple, aller voir les champignons. Ça peut être une tradition de groupe, aller sportive avec les supporters. Ça peut être une tradition festive avec le carnaval. Ça peut être à une passion, la musique. Mais l'ensemble de ces éléments forment une seule et unique entité. Nice et son identité, justement.
Merci beaucoup Jean-Pierre Barbero pour cette visite. Allez voir Nice, son passé a de l'avenir à la Villa Masséna, au musée Masséna, une exposition qui est positive en fait, qui donne de la joie parce qu'elle nous montre que nos traditions ne sont pas en train de disparaître, mais juste d'évoluer dans le temps. Et c'est ça le principal. Merci beaucoup Jean-Pierre Barbero. Merci à vous et puis à très bientôt à la Villa Masséna. Vous écoutez RCF dans les Alpes-Maritimes en DAB+, et où vous le souhaitez avec l'application RCF.